Bonjour à toutes et bienvenue sur la Sportive Outdoor. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Bayon, aventurière à vélo, ultra-cycliste, multiple vainqueur de courses d'ultra et détentrice du record de la traversée d'Europe du sud au nord. Un sacré parcours, j'avais donc bien envie d'avoir Nathalie aujourd'hui pour vous parler de son parcours hors norme, vous dire ce qui a démarré, comment elle a démarré sa passion pour l'ultra et puis comment on devient aventurière à vélo en fait. Nathalie écrit aussi sur la Sportive Outdoor où elle vous donne des conseils de bikepacking. Bienvenue Ouais. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je suis, cycliste longue distance, comme tu l'as dit. Je suis, basée en Isère, proche de Grenoble et je suis passionnée, de voyage et de sport outdoor, en particulier, de vélo. Hem, J'étais ingénieure en développement logiciel, de formation, et voilà, j'ai depuis 2 ans, je suis à mon compte et je vis de ma passion. Un sacré changement du coup, et comment est-ce que ça t'est venu en fait? Déjà, comment est-ce que tu as découvert l'ultracyclisme? Alors ça, c'était suite à un voyage à vélo en Nouvelle-Zélande. Donc j'avais quitté mon travail justement, d'ingénieur à Munich et j'étais partie sur un trip, avec, mon compagnon de l'époque et sur place, j'ai rencontré des personnes, qui, faisaient une traversée, donc le Tour Aotearoa, ça s'appelle, et donc c'était la traversée du pays du nord au sud, le plus rapidement possible. Donc nous, on avait mis peut-être 2-3 mois à traverser le pays et puis eux, ils faisaient ça en 2 semaines avec des sacoches super légères. Donc j'ai découvert ça et ça m'a donné envie d'essayer en fait. Je me suis dit: «Ah ça a l'air trop cool». En fait, moi j'avais, des sacoches, super lourdes. Enfin, j'avais un vélo à 45-50 kilogrammes. J'arrêtais pas de péter des rayons sur mon vélo parce que j'étais trop chargée comme, je pense beaucoup de voyageurs, qui débutent. Et donc je me dis: «En fait, j'aime bien ce style, minimaliste» et donc en rentrant après en France, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et voilà, je me suis lancée sur des courses comme ça. Ah donc tu as démarré, c'était quoi après la Nouvelle-Zélande, ce que tu as fait en premier en ultra? Alors j'ai fait la Borders of Belgium. Donc là, c'est pas une course, c'est un peu comme, Paris-Brest-Paris, ce genre d'événement où, c'est des brevets, en fait, ça s'appelle des brevets ou des audax. C'est-à-dire que tu as un certain temps pour, faire une distance, et donc là, je crois que c'était peut-être moins de 72 heures, quelque chose comme ça. Pour, faire les 1000 kilomètres. Donc moi, je suis arrivée, je me suis acheté une sacoche et puis, je me suis lancée là-dessus, quelques mois après être rentrée de Nouvelle-Zélande et en C'est fait, je incroyable. connaissais pas grand-chose. Ouais, donc je suis arrivée sur la ligne de départ et puis je demandais aux gens: «Vous faites comment pour manger? Vous faites comment pour dormir?» Et donc j'ai un peu appris sur le tas, voilà, j'ai suivi les gens. Mais c'était un peu une ambiance encore différente des courses cyclistes parce que là, les gens s'arrêtaient quand même beaucoup enfin longtemps pour manger, ce qui était, voilà, assez, perturbant pour moi. C'est que c'était pas vraiment dans l'optimisation. Ils dormaient pas, mais après ils s'arrêtaient 2 heures au restaurant pour manger. Alors je me disais en fait ça serait plus efficace de dormir 2 heures et de manger rapidement. Mais voilà, je pense que c'était pas leur objectif eux de forcément aller le plus vite possible, mais plutôt de terminer dans les temps. Et ensuite, je me suis lancée directement sur la Race Across France, le 2500 kilomètres. Parce que voilà, ça s'appelait Race Across France, donc je voulais traverser la France et pas la moitié de la France ou un bout de France. Euh, Et donc là, je me dis: «Bah, de toute façon, c'est juste une grande balade à vélo, quoi». Sauf qu'on avait, je crois le 8 7 ou 8 jours pour faire les 2 500 kilomètres et puis je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ouais, il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé, mais j'ai eu des douleurs de selle, horribles, j'ai eu, des problèmes un petit peu, je sais plus, de genoux, problèmes digestifs et cetera. Donc je me suis dit: «Oui, en fait, il y a quand même beaucoup plus de choses à prendre en compte que juste, être prêt physiquement». Et voilà, quelques Et petits problèmes aussi au niveau du matériel, donc ça a été une expérience assez, difficile. Sur le coup, je me suis dit: «Ah, je sais pas si je vais recommencer, je sais pas si c'est pour moi» et puis finalement, bon, on a vu ce que je suis devenue. Mais voilà, en tout cas, je pense si c'était à refaire, j'irais peut-être un peu plus, progressivement et par étapes. oui, c'est ce que j'allais te demander, c'est qu'en fait, quand je t'ai posé la question de la première expérience, du coup, après la Nouvelle-Zélande, je t'avoue que je m'attendais à ce que tu me dises que tu avais fait, je sais pas, 200 kilomètres, quoi, ou 300, mais pas 1000. En fait, tu pas du tout allé progressivement. Mais est-ce que tu avais quand même déjà une bonne expérience à vélo? Donc sans parler d'ultra, mais tu vois, est-ce que tu pédalais vraiment beaucoup, depuis toute petite, que tu avais quand même cette expérience-là?
Alors, moi, j'ai commencé le vélo à l'adolescence à peu près, vers 15 ans. Et puis je roulais, ouais, j'ai vite été passionnée par le vélo, mais je roulais beaucoup moins que maintenant. Je roulais quand même assez régulièrement, mais avec des phases des fois sans rouler du tout parce que je faisais voilà, j'adorais déjà voyager, mais j'avais peut-être un peu peur de voyager à vélo parce que je connaissais pas, je me disais ça a l'air compliqué, etc. Enfin ouais, je me faisais un peu des nœuds au cerveau. Donc quand je voyageais, souvent c'était à pied ou voilà, j'avais fait des stages à l'étranger, mais je prenais pas mon vélo, etc. Donc comme un débutant en fait, quand tu sais pas, tu t'imagines que c'est compliqué. Et euh, et du coup, bah, je faisais tout ça plutôt à pied. Donc il y avait des fois des périodes de 4 mois, 6 mois où je faisais pas de vélo, quoi. Mais voilà, en tout cas, quand j'étais en France, quand je travaillais, enfin quand je faisais mes études, il y avait quand même toujours un petit peu le vélo. Le vélo a toujours été assez présent, ouais, depuis mon adolescence. Ouais, quand même. Et le sport en général, en tout cas. Quand c'était pas du vélo, tu Ouais, marchais, tu faisais autre chose. oui, voilà. Enfin, vraiment, comme tu dis, les sports outdoor, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quelqu'un de très très timide et j'avais essayé beaucoup de sports, donc tout ce qui était sport co, c'était compliqué. Euh, les sports de représentation comme la danse, les choses comme ça devant un public, c'était impossible pour moi. Et donc quand j'ai découvert le vélo, ouais, là c'était une libération en fait. Hein. En fait, je peux progresser dans mon coin sans le jugement, enfin sans me sentir jugée, sans le regard des autres. Et oui, il y a cet aspect peut-être qui était un peu moins présent au début de d'être dehors, d'être actif, euh, qui maintenant est beaucoup plus important en tout cas. Mais euh, mais à l'époque, je pense que c'était surtout ouais le fait de pouvoir progresser dans mon coin aussi, ou avec voilà, j'ai beaucoup roulé au début avec mon père, donc avec une figure un peu rassurante, on va dire. Ouais, je comprends. Et l'ultra, qu'est-ce qui t'a attiré à la base, en fait, vers cette discipline? Parce que bon, je comprends que tu eu le Nouvelle-Zélande, tu vois les gens voyager léger, mais on peut voyager léger sans faire 2 500 bornes. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie? Ouais, bien sûr. Je pense que ce qui m'a donné envie, c'était de me dépasser en fait, enfin de me rendre compte de ce que j'étais capable de faire. C'est le côté aventure, mais j'ai toujours été attirée un peu par l'aventure. Mais pareil, comme j'étais timide, on m'a toujours dit, bah non, t'en seras pas capable, t'as déjà peur de parler à des gens. Enfin, donc, euh, donc je pense qu'il y avait ce besoin de me prouver qu'en fait, si j'en étais capable. Et, euh, et que oui, en fait, j'ai toujours aimé un petit peu, j'ai toujours aimé les récits d'aventuriers, voilà, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres paysages. Ça m'a toujours attirée. Euh, donc, et il y a ce côté aussi un petit peu performance. J'étais pas du tout compétitrice. Alors maintenant, peut-être un petit peu, mais à l'époque, j'étais pas du tout compétitrice parce que j'avais un manque de confiance en moi, entre autres. Mais j'avais cette envie quand même de m'améliorer, de progresser, de devenir meilleure et donc voilà, ce côté un petit peu ouais de se dépasser, de voir de quoi on est capable, c'est ça qui m'attirait, je pense. Ouais. Et de voilà, de pouvoir aussi voyager en même temps, de découvrir des paysages, parce qu'on peut aussi être dans la performance sans faire de l'ultra évidemment. Mais voilà, ce que j'aime dans l'ultra, c'est ouais, ce côté aventure et performance à la fois. Ouais, super. Et quand est-ce que tu as réalisé que tu voulais, en faire ton métier, en fait? Parce que ça s'est transformé déjà, la passion est née et ensuite tu as carrément arrêté ton ancien métier pour te consacrer à ça à temps plein? Ouais, alors à la base, j'imaginais pas du tout pouvoir en vivre. C'était pas vraiment quelque chose que j'avais programmé, mais c'est un petit peu les conséquences. Disons que j'étais quand même une passionnée. Je travaillais, donc j'étais salariée. Donc après ce voyage en Nouvelle-Zélande, j'étais rentrée en France. J'ai trouvé un travail à Grenoble parce que je voulais vivre proche des montagnes pour justement ce côté sport outdoor. Je fais aussi un peu des sports d'hiver, etc. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire ce sport-là à côté de mon métier de salarié. Et ensuite, j'ai eu très vite des bons résultats où je faisais enfin, je gagnais tout le temps chez les femmes au début. Il y avait un peu moins de compétition que maintenant. Et je faisais top 10 au général, avec des fois des secondes places. Donc, euh, donc, je me suis fait vite remarquer par les sponsors, enfin par des marques. Et ensuite, il y a eu tous les confinements qui ont été un peu une période compliquée pour moi. Voilà, un petit passage de dépressif où
en fait, ça m'allait plus d'être seulement, ouais, d'avoir juste mon boulot et plus, cette passion à côté. On peut plus vraiment, rouler comme on voulait et cetera. Donc ça a été, un moment, difficile pour moi. Et donc j'ai décidé de quitter mon boulot et je réfléchissais à une reconversion et c'est à ce moment-là que j'ai eu un premier sponsor qui m'a contacté pour un partenariat financier qui était, bien insuffisant pour en vivre, mais je me suis dit: «Ah mais si, voilà, il y a des marques qui sont intéressées, c'est que c'est peut-être possible, de faire quelque chose là-dedans». Et donc voilà, j'ai créé mon entreprise à ce moment-là et puis j'ai commencé à essayer de développer plus cette partie, et vivre du vélo. Alors, j'ai pas que des sponsors, mais je fais différentes choses, un peu de coaching, de la promotion d'événements, de la présence sur des stages, comme aux Terrasses du Lac, où on fait des stages féminins. Voilà, un petit peu de l'écriture d'articles, bah, entre autres pour la sportive aussi, mais aussi pour des magazines comme l'Échappée Vélo. Voilà, donc beaucoup de choses, polyvalentes, mais toujours dans le monde du vélo. Ouais. Et les plus gros défis pour toi dans cette reconversion, qu'est-ce que c'est? Bah, les plus gros défis, ça a été, le fait d'être un peu tout seul, de pas vraiment ouais, j'avais pas vraiment d'accompagnement et il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. En fait, il y a tout un travail de community manager parce que, bah, pour se faire connaître, il faut, s'occuper de ses réseaux sociaux, faire de l'auto, promotion. Il y a après, voilà l'aspect aussi, ben, en entreprise, il faut, gérer son budget, il faut trouver du budget, enfin, il faut, contacter des marques et comme je disais, moi je suis quelqu'un d'assez introverti, timide, donc il faut avoir, voilà, aller au contact des marques, toutes ces choses-là. Heu, ouais, Ouais, faut être se vraiment montrer en couteau fait, suisse. et oui, voilà, être, ouais, être très polyvalent sur des choses en fait qu'on n'apprend pas tellement à l'école. À l'école, on apprend plutôt à être un bon salarié et on n'apprend pas à entreprendre, vraiment. Donc il y a tout ça, ouais, tout cet aspect à découvrir, mais je trouve ça très intéressant. Ouais. Ouais, je suis d'accord, je partage ton opinion. En tout cas, c'est vrai que c'est un des trucs les plus durs, c'est qu'on faut faire 1000 trucs. On va passer à ton quotidien d'ultracycliste parce que forcément ça m'intrigue un peu. On fait pas du jour au lendemain du cyclisme longue distance, faut quand même beaucoup se préparer. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton entraînement à la fois sur le plan physique et mental? Oui, alors, moi j'ai pas de préparateur, ni physique ni mental. Donc là aussi je suis un peu seule, je suis pas vraiment accompagnée, mais voilà, je suis quand même passionnée un petit peu, d'entraînement, donc j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Enfin voilà, je sais comment m'entraîner. Après je fais aussi, beaucoup de volume parce que j'aime beaucoup rouler, donc dans l'ultra ça aide. Vaut mieux. Ouais. Ouais. Et et ensuite, ouais, je fais aussi beaucoup de voyages à vélo. Donc ça, c'est pareil, hein, l'ultra finalement, c'est des voyages à vélo où on essaye d'optimiser son temps, mais on retrouve un peu les mêmes galères finalement. Donc quand la météo est pas bonne, et ben il faut quand même rouler. Quand on a un problème mécanique sur son vélo, eh ben il faut trouver une solution. Enfin, donc en fait, les voyages à vélo, ça forme parfaitement pour l'ultra. Voilà et ensuite, bah, je fais aussi beaucoup au feeling, je vais faire des variations d'intensité donc on entend beaucoup, oui pour l'ultra, il faut juste, jamais s'arrêter. C'est en partie vrai, mais en fait si tu t'arrêtes jamais et qu'en même temps tu peux aller plus vite, bah, c'est mieux. Donc il faut aussi finalement, travailler, sa vitesse. C'est sûr que c'est assez rare qu'un ultra va se terminer au sprint, mais voilà, il y a entre l'endurance et le sprint, il y a beaucoup de variations d'intensité différentes, et qu'il est utile de travailler. Hem, Là, avant, j'étais beaucoup sur des courses, de route aussi, on va dire, entre 800 et 1 200 kilomètres. Donc ça se fait rapidement pour un ultra en moins de 3 jours pour les meilleurs. Et et du coup, là-dessus, on a moins, aussi l'aspect, enfin, on va essayer vraiment de jamais s'arrêter, mais une fois que qu'on passe sur des courses plus longues, il y a aussi tout l'aspect un petit peu logistique à préparer. L'aspect, voilà, comment on va dormir, enfin un peu stratégique, tout ça. Hem et puis voilà, mais après, ouais, moi, c'est beaucoup au feeling. Enfin, je me connais bien maintenant et puis, voilà, je vais faire un petit peu, des gros volumes à certains moments.
D'autres moments, ça va être un peu plus sur la récupération, plus d'intensité, voilà. Et en fonction, si je me sens un petit peu fatiguée ou démotivée, bah, je me dis voilà, je vais là un petit peu calmer. C'est que peut-être je suis en commence à être un peu à saturation, voilà. Mais ça va être aussi un petit peu en fonction de mes événements, de la météo. Enfin voilà, j'adapte vraiment. Ouais. Ouais, tu t'écoutes, beaucoup et comme tu te connais bien, bah, tu adaptes en fonction. Et est-ce que tu fais d'autres sports aussi en complément? Est-ce que tu fais même du renforcement musculaire déjà? Et puis d'autres sports en général? Alors pas tellement. Je fais un petit peu d'autres sports. En fait, j'en faisais plus, avant qu'il y ait, tous ces confinements, enfin avant, la période du Covid. J'en faisais un petit peu. Je faisais, de l'escalade, un petit peu en hiver qui me permettait de me renforcer, de manière plus ludique que le renfo, pur. Heu, En hiver, bah, je fais un peu les sports d'hiver. Je fais, ski de rando, snowboard, mais ça reste assez ponctuel. Je dirais pas que ça fait vraiment partie intégrante de mon entraînement. C'est plus pour, le fun, on va dire. Pour changer un peu, même si ça aide effectivement aussi un petit peu pour l'endurance, ce genre de choses. Mais voilà, c'est trop ponctuel pour dire que c'est vraiment intégré dans mon entraînement. Euh, le renfo, sans doute qu'il faudrait que j'en fasse plus, mais voilà, une fois qu'il y a eu les confinements et qu'on pouvait plus le faire en groupe, moi j'ai du mal à me motiver toute seule à faire ça chez moi. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui, moi je marche beaucoup au plaisir quand même et ouais, c'est ça, faire des squats dans mon salon, c'est pas vraiment ce qui m'amuse le plus. On peut Donc comprendre. j'en fais un peu moins. Et combien de temps à peu près ça enfin, sur une journée un peu type de ta vie, combien de temps tu passes à t'entraîner? Alors ça va un petit peu dépendre aussi, mais en général, je m'entraîne environ une vingtaine d'heures par semaine. Donc après, il peut y avoir des grosses variations en fonction de si je suis en semaine de récup, si je suis en voyage. Voilà, en course, c'est beaucoup plus évidemment, parce qu'on roule non-stop. Euh, Mais en général, ça va être plutôt ouais, une vingtaine d'heures par semaine. Je vais avoir une ou deux sorties longues. Donc, quand je dis long, les gens ils s'imaginent 400 kilomètres. Non, ça va être peut-être 6 heures ou à la limite 8 heures. C'est vraiment très long. Euh, de temps en temps, je fais voilà, des 200, des 300, mais c'est pas tous les week-ends, quoi. C'est plus la régularité qui va être importante. Et la plupart du temps, en fait, je fais des sorties assez euh, abordable pour n'importe qui. Enfin, ça va être des 2 heures, 3 heures, où là, je vais peut-être faire un peu plus d'intensité. Mais effectivement, je vais m'entraîner en général 6 jours par semaine, à hauteur de voilà 2-3 heures, et puis une ou deux sorties plus longues. OK. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que je me rendais pas compte, en fait, de si tu avais besoin, du coup, de faire, ouais, régulièrement des 300 kilomètres, si c'était un peu ton truc de toutes les semaines ou pas. Donc non, en fait. Ça reste Non, très non, pas raisonnable au forcément. quotidien, on va dire. C'est ça. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait ta force, en fait? Quelle est, vraiment la particularité que tu as qui fait que tu arrives à faire ces distances qui sont quand même hallucinantes? Mais je pense qu'il y a déjà, ouais, vraiment la passion. Après, je suis très têtue. Euh, donc, pour moi, c'est plus difficile d'abandonner, enfin, que de pas enfin, que de continuer. Même si c'est dur, même si voilà, donc à moins d'avoir vraiment un gros souci mécanique ou physique, ça va être quand même. D'ailleurs, ouais, j'ai jamais abandonné sur un ultra pour le moment. Donc donc ouais, c'est vraiment, je pense, je suis une tête de mule. Et quand j'ai un objectif, bah je lâche pas quoi. C'est vrai que ça a l'air très utile comme compétence pour le coup. Et pour, d'autres femmes qui voudraient se lancer, quels sont les aspects les plus importants à ton avis à prendre en compte avant de commencer à envisager de faire des ultras? Et ben comme je disais, je pense qu'il faut y aller progressivement, donc pas comme moi. Et comme ça, on se dégoûte pas, on construit son expérience petit à petit, on prend confiance, on fait des erreurs aussi, mais voilà, faut apprendre de ses erreurs. Et puis après, il faut évidemment se renseigner avant. Donc, comme sur le blog La Sportive Outdoor, voilà, c'est pas forcément sur les ultras, mais voilà, il y a beaucoup de ressources en ligne. Euh, et donc, se renseigner sur des blogs, sur des vidéos YouTube. Mais après, il faut aussi se lancer avant de se sentir prête finalement, parce que il y aura toujours des choses qui iront pas. Enfin, même moi, je fais encore plein d'erreurs. J'apprends à chaque course, donc voilà, il faut pas attendre de se dire ça va être parfait avant de se lancer, quoi.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est important. En plus, je pense en tant que femme, on a encore plus tendance à faire ça que les hommes. On se dit toujours: «Non, je suis pas complètement prête». Ouais, ouais, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'abandon chez les femmes sur les courses d'ultra que chez les hommes. Ah, Parce je que savais les pas, c'est femmes, elles vont intéressant. pas se lancer avant d'être très très préparées. Alors qu'un homme, il va se dire ouais, je suis un bonhomme, je peux le faire. Je J'exagère un savais peu, pas. mais Non, mais c'est quand même intéressant comme stat, effectivement. Et en parlant des courses, justement, comment est-ce que tu choisis les courses auxquelles tu participes? moi, ça va être beaucoup au coup de cœur. Voilà, si j'ai vu des photos et que je me dis ouais, ça a l'air trop beau, j'ai envie de découvrir ce pays, ces paysages. Et ben, je vais y aller. Après, il y a évidemment un peu le défi, mais je pense, par exemple, j'ai fait la Silk Road Mountain Race, donc c'était 1800 kilomètres de VTT à travers le Kirghizistan. Et, Waouh! euh, et je faisais pas de VTT, donc j'étais là, bon. Et puis en plus, c'est hyper isolé. Enfin, ça me paraissait chaud par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, des 1000 kilomètres sur route en Europe, où finalement tu connais, les gens parlent anglais, tu sais que tu vas trouver des magasins pour te ravitailler un peu n'importe où, tu peux boire l'eau. Enfin, et là, c'était des altitudes assez extrêmes, donc. Je me suis dit, ben voilà, il faut que je me prépare pour ça. Et en fait, c'était vraiment les photos, en voyant les photos sur les réseaux sociaux, que je me suis dit, ouais, ça me donne vraiment envie. Mais après, oui, il y a un peu peut-être aussi cette partie défi, parce qu'une fois que j'ai gagné beaucoup de courses sur route et que je gagnais trop facilement, ben j'avais plus tellement de challenge. Et donc je me suis dit, bah, je vais partir sur du off-road. Et en off-road, je suis moins à l'aise, ouais, je suis moins bonne techniquement parce que je viens de la route. Et puis oui, il y a tout cet aspect aussi ravitaillement qui est plus difficile parce que tu trouves pas des magasins partout quand tu es au milieu de la montagne. Mais comment Et est-ce que donc voilà, tu donc c'est gères tout vraiment ça, justement? Comment est-ce que tu gères le fait de te ravitailler et puis le fait de dormir aussi? et ben le ravitaillement souvent enfin voilà, si c'est des courses vraiment où on n'a pas beaucoup de points de ravitaillement, il faut préparer en amont, regarder où est-ce qu'on va pouvoir se ravitailler. Moi ce que je fais, c'est que j'essaye toujours d'avoir de la nourriture avec moi. Je vais prendre au début, je vais prendre un petit peu des bars, des compotes, etc. Là que j'ai avec mon partenaire Baou par exemple, c'est des trucs, enfin c'est des bars qui sont naturels. Donc là, ça me donne tous les bons micronutriments. Et après, sur les courses, ça va être un petit peu ce qu'on trouve. Quand on veut être dans la performance, on va peut-être privilégier plutôt les repas rapides, froids. Donc ça peut être type sandwich par exemple. Mais selon les pays, on trouve des fois rien de très nourrissant, enfin on va dire c'est pas forcément très équilibré, mais là je vais plutôt privilégier la calorie parce qu'on dépense tellement d'énergie. Il faut beaucoup manger. C'est pareil, si je veux en emmener avec moi dans les sacoches, bah, ça va être des choses avec beaucoup de calories, compactes, faciles à manger et à digérer. Voilà. C'est quoi, Et par pour exemple, dormir, c'est quoi le comment? meilleur ratio, poids, calories et digestion, on va dire? Bah, après digestion, je pense que ça dépend un peu de chacun, de ses habitudes alimentaires. Euh, c'est ce que je disais, moi ce que j'aime bien, en tout cas en Europe par exemple, c'est m'arrêter en boulangerie, t'as les sandwichs, ça c'est assez équilibré, t'as pas mal de calories dedans, c'est bon, t'es pas écœuré. Et voilà, tu peux varier un petit peu, et puis pareil, après tu peux prendre un dessert, enfin je sais pas, des trucs genre brownie, là t'as plein de calories, c'est réconfortant. Euh, sur des courses, genre au Kyrgyzstan, il y en a beaucoup qui prennent des sneakers, par exemple. Mais D'accord. bon, ça, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu écœurant. Donc voilà, il faut essayer de varier aussi en Ouais. fonction de ce qu'on trouve. Ouais et puis de ses goûts personnels, en fait. Voilà. Et lors des courses, donc tu nous disais que tu es très têtue, mais j'imagine qu'il y a quand même des moments où c'est dur, où même si, bon, tu pas envie d'arrêter, mais tu dois te dire quand même un peu: «Mais qu'est-ce que je fais là?» ou est-ce que ça t'arrive pas? Je sais pas. Mais, si oui, comment est-ce que déjà, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et comment est-ce que tu arrives à surmonter ça? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, ça arrive quasiment à chaque course, en tout cas sur des courses de plus de 2 ou 3 jours. C'est quasiment inévitable. T'as forcément des hauts et des bas. T'as forcément des problèmes ou t'en as marre. Au bout d'un moment, même t'as beau être passionné de vélo, rouler pendant une semaine à au moins 20 heures par jour, bah, au bout d'un moment, ouais, tu prends moins de plaisir quand même.
Donc oui, oui, il y a forcément des moments difficiles. Voilà, il y a des courses où j'ai été bien, bien malade. Ça, je pense, c'est le pire. Euh, donc en fait, bah, comment gérer T'essayes de continuer d'avancer. Voilà, tu te dis, ben pour l'instant c'est difficile, mais après ça ira mieux. Faut se dire que ça ira toujours mieux à un moment. Euh, en tout cas, voilà, je parle pas de blessures où là il faut vraiment qu'il y a besoin d'hospitalisation ou des choses comme ça, mais voilà, sur certaines choses, ben ouais, des moments c'est difficile, mais faut essayer de continuer d'avancer comme tu peux. Euh, des fois, je me mets des mini objectifs. Je pense à une fois une course où j'avais envie d'abandonner. Ben, je me disais bon, je vais déjà jusqu'au CP2 et puis là-bas, je pourrais voir si je décide de continuer ou d'arrêter. Et puis je vais au CP2 et puis finalement au CP2, tu sais, tu manges un petit peu, tu dors un petit peu, puis tu te sens mieux en fait rien que de ça. Des fois, ça peut être la solution. Manger, dormir tout de suite le moral il va mieux. Des fois ça peut être voilà un manque de sommeil et euh, et donc après tu continues, tu te dis bon ben allez jusqu'à ce col ou jusqu'à et puis ensuite bah il reste plus que 100 bornes, tu dis bon bah je vais plus abandonner maintenant. Enfin voilà, donc c'est des fois couper un petit peu ton gros objectif en petits objectifs parce que si tu penses encore à tout ce qui reste à faire, en fait ton cerveau il se dit non c'est trop. Alors que si tu mets des petits objectifs, tu te concentres juste sur ton petit objectif et ben c'est plus facile. Et ouais, voilà, il y a ça et après il y a aussi ben se récompenser des fois comme je disais, tu vois, tu te dis ben si j'arrive là après voilà, je me fais plaisir, je m'accorde 1 heure de sommeil ou je m'accorde ce brownie et voilà et des fois bah ça fait du bien aussi au moral et ça permet de repartir. Ouais, tu te mets des petites carottes. Voilà. Et mais on voit qu'il y a quand même un gros aspect, mental. Qu'est-ce que l'ultracyclisme t'a appris sur toi-même? Alors tant sur le plan physique que mental? Bah ça m'a surtout appris que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je pensais. Je pense que ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Parce que comme je disais, je me suis un peu retrouvée sous le feu des projecteurs malgré moi, parce que j'étais une des premières femmes à être vraiment compétitrice, enfin en tout cas en France. Ouais, j'étais une des premières femmes, je pense, sur les courses à faire des bons résultats. Et du coup, bah forcément, je suis passée dans des podcasts, je suis passée un petit peu même à la télé, j'étais passée sur Stade 2, enfin euh, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que bah, du coup, j'étais obligée aussi de travailler sur cette timidité, de parler un petit peu plus en public ou enfin même si des fois par public interposé, par écran. Et donc petit à petit, bah, je me suis sentie plus à l'aise. Hein, voilà, que c'est comme le vélo quand tu pratiques, finalement après, ben, ça devient plus facile. Donc ouais, je pense que ça m'a surtout donné confiance en moi et je me suis rendu compte de ce que j'étais capable et voilà. Et puis ça m'a Ouais, c'est aussi génial. pas mal émancipée, ça m'a donné aussi une grande liberté de me dire, bah en fait oui, on m'a toujours dit non, tu peux pas vivre de ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et finalement, tu te rends compte que c'est juste des gens qui projettent leur propre peur sur toi. Et donc faut pas forcément écouter ça, faut se lancer, suivre ses rêves et au pire même si on se casse la gueule, et ben c'est pas très grave. On C'est aura essayé. t'apprends et t'essayes autre chose ou tu réessayes. Enfin voilà, il faut vraiment persévérer. Je suis tellement d'accord. Et comment, justement en parlant des gens autour de toi, comment ta famille, tes amis, enfin ton entourage en général, ont-ils réagi quand tu leur as dit que tu allais devenir, enfin en faire ton métier en fait? Bah forcément pour mes parents ça faisait un petit peu peur parce que bah, les parents ils veulent forcément ta sécurité. Euh, Enfin, déjà, quand même avant d'en faire mon métier, quand je partais voyager au fin fond de l'outback australien, voilà, mon père il était pas rassuré. Fallait que j'envoie des messages tous les jours quand j'avais du réseau pour dire que j'étais vivante. Enfin, donc c'était un peu c'était pas l'idéal, mais bon, je faisais ça pour voilà pour leur faire plaisir. J'essaye de les rassurer. Et puis finalement, bah, au bout d'un moment, j'ai rassuré, enfin c'est surtout mon père, mais je l'ai rassuré, je lui ai montré que c'était un projet réfléchi, que j'avais des solutions, enfin j'avais des plans B. Je peux toujours, voilà, j'ai toujours mon diplôme d'ingénieur. C'est pas parce que maintenant je suis dans le vélo que je peux pas y retourner. Et puis finalement aussi avec les opportunités professionnelles qui se sont présentées, bah, il s'est rendu compte que oui, c'était possible d'en vivre et donc maintenant ils sont à fond derrière moi, ils me soutiennent. Donc voilà, c'est C'est chouette. c'est super.
Et l'ultracyclisme, ça comme ça peut sembler assez solitaire. Donc est-ce que toi, tu as réussi à te constituer un peu enfin pas forcément une vraie équipe, mais un peu un petit réseau de soutien qui est derrière toi et qui va t'aider, que ce soit en entraînement ou pendant les courses? Alors, comme je disais, sur l'aspect entraînement, et professionnel, je suis assez seule pour l'instant encore. Mais ça reste, une niche et donc on se connaît un petit peu tous dans le milieu, donc c'est vrai qu'il y a un peu, ce côté-là. On se retrouve souvent sur les courses, on se donne des conseils, enfin voilà, c'est quand même une communauté, très, ouais, très sympa. Et heu et après, j'ai, ma communauté aussi, sur les réseaux sociaux qui voilà, qui m'encourage, donc ça fait toujours plaisir quand tu as quelqu'un qui te dit, que c'est grâce à toi qu'il s'est mis au bikepacking ou que tu l'as inspiré ou que voilà, qu'il s'est lancé, en regardant, tes réseaux, bah, ça fait super plaisir. Et puis, même, aussi, quand j'ai voulu faire mon film, sur la traversée d'Europe, j'avais fait un crowdfunding et j'ai eu un énorme soutien, de la communauté, je m'attendais pas, donc ça, c'est génial. Et puis après, voilà, il y a aussi mes amis et ma famille, évidemment, qui me soutiennent, qui m'encouragent. Mais après, ils sont pas vraiment dans ce milieu-là, donc ils peuvent pas forcément, m'aider, sur l'aspect, professionnel en tant que soi. Mais c'est vrai que, voilà, d'avoir quand même des personnes qui te soutiennent, ben, c'est sûr que ça aide, quand même. Ouais, c'est tellement important. Et puis Et après, alors, voilà, il y a aussi évidemment les sponsors, qui me soutiennent, matériellement ou financièrement. Voilà, j'ai quelques sponsors. Enfin, je pense à Liv, qui est une marque de vélo féminine. Donc, ça fait plaisir d'être accompagnée aussi de ce côté-là. Voilà. ouais, félicitations. Et concernant tes prochains objectifs, quels sont-ils? Alors, pour l'instant, le calendrier de l'année prochaine, je suis en train d'y réfléchir. Mais, sur le long terme, en fait, j'aimerais faire un peu moins de courses et partir un peu plus sur des aventures, perso. Donc, enfin, si on peut voir, sur mes réseaux ou sur ma chaîne YouTube, je commence à faire aussi un petit peu des choses, différentes du vélo. C'est vraiment toujours, dans l'outdoor, mais, j'ai fait par exemple du vélo ski, je me suis lancée dans le bike rafting, donc pour l'instant à un tout petit niveau, mais, l'idée c'est vraiment après de pouvoir être autonome dans des voyages et des aventures un peu plus grandes. Donc, voilà, petit à petit, pareil, je me forme pour, pouvoir ensuite faire mes propres aventures. Hem et voilà, j'ai des projets comme ça, des peut-être d'autres records encore. Puis évidemment, des courses, mais là, le calendrier, il est en train d'être réfléchi pour l'année prochaine, donc je peux pas encore, donner, de courses en particulier. Mais c'est voilà, je suis en train de partir aussi, bah, toujours sur de l'off-road et sur des courses un peu plus longues, des défis un peu plus longs. Voilà, parce que j'ai encore, beaucoup à apprendre sur, l'aspect, gestion sur du long comme ça, sur le sommeil, sur toutes ces choses-là, même le mental. Donc, voilà, moi, c'est vraiment, mon moteur, ça va être l'apprentissage, le progresser, de ouais, de voir encore une fois de quoi je suis capable. Eh ben, ça promet, on va avoir plein d'aventures à suivre. Et pour, terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des femmes qui voudraient se lancer dans l'ultra, mais qui n'oseraient pas pour l'instant? Et bah, ouais, c'était déjà ce que j'avais dit tout à l'heure finalement, c'est, d'y aller, progressivement, de trouver des groupes, par exemple, des personnes avec qui rouler, des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Alors soit, dans son entourage, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui en fait déjà, ou alors des fois il y a des stages, qui se mettent en place aussi là-dessus. Hem Ça peut être avec son compagnon. Il y a aussi des groupes, je pense là, alors ça, c'est pas forcément dans l'ultra, mais les stages féminins qu'on fait aux terrasses du lac, ça permet aussi d'être un bon moyen, pour les filles de se lancer, tout en confiance avec d'autres femmes. Hem, mais voilà, après, finalement, s'inspirer aussi de ce que font les autres, de regarder, de se rendre compte que c'est tout à fait abordable aussi, autant pour les femmes que pour les hommes. Heu et ben, voilà, après il faut croire en soi et puis partir sur des petites aventures au début. Ça peut être, enfin moi quand j'ai voulu me lancer dans l'ultra, j'étais partie de chez mes parents et je me suis dit, ben, il y avait, quelque chose qui s'appelait, l'extrême, Vosges Challenge ou quelque chose comme ça. Mes parents sont en Alsace et qui existe plus maintenant, mais c'était, je crois, peut-être un 400 kilomètres, et donc je me suis dit: «Bah, je prends», alors à l'époque, j'avais pas encore de sacoche. Je me suis dit: «Je prends un sac à dos», enfin, je prends ce que j'ai, en fait. J'ai piqué un bivy à mon père, j'ai pris un sac à dos et puis, je me dis: «Je fais ça»
et ce soir, je sais pas où je dors, je planifie rien et je me démerde. Alors j'ai eu peur, hein, enfin bon, je savais pas trop où dormir, j'avais peur que je me fasse réveiller enfin que des gens me disent t'as pas le droit de dormir là, j'avais peur de me faire piquer mon vélo, enfin vraiment j'ai passé une nuit horrible, hein. Mais après, petit à petit, enfin c'était près, voilà, c'était proche de chez mes parents, je savais que si j'avais un problème, je pouvais quand même les appeler, j'avais quand même une sécurité. Donc voilà, partir sur des micro-aventures pas loin de chez soi et éventuellement accompagner, ou en tout cas les dire à quelqu'un ce qu'on a l'intention de faire. Comme ça, il y a quelqu'un qui quand même qui est là en soutien, Mmh. euh, même s'il n'est pas forcément présent sur la mini-aventure. Mais voilà, partir de chez soi, tester une mini-aventure et en fait, petit à petit, on prend confiance, on se rend compte que dormir dehors, c'est pas si terrifiant, que la plupart des gens sont bienveillants, qui vont plutôt venir avec donner à manger que essayer de voler le vélo. Alors je dis pas que ça peut pas arriver, il faut quand même faire attention, mais voilà, c'est finalement beaucoup moins le monde est beaucoup moins dangereux et malveillant qu'on le pense, même si on voit aux infos que le négatif souvent. Ouais, complètement. Et bah, merci pour ce partage. Et où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Tu as un site, des réseaux sociaux? Alors ouais, il y a mon site Nathalie Bayon, qui pour l'instant est un site vitrine, mais que j'aimerais rendre peut-être un peu plus vivant cette année, enfin l'année prochaine du coup. Euh, Ensuite, je suis surtout présente sur Instagram pour le moment et j'essaye de développer ma chaîne YouTube petit à petit. Donc voilà, je suis présente surtout sur ces trois plateformes-là, avec Strava aussi évidemment. Si tout ce qui vous intéresse, c'est de voir mes sorties, de vous inspirer. Enfin, il y a plein de traces GPX à récupérer. Voilà, beaucoup de sorties sympas à faire. Et je mets Ça souvent des donne photos, souvent donc envie. Bah, je mettrai les liens de toute façon, dans la description de l'épisode. Bah, merci beaucoup merci. Nathalie pour ce partage, c'était vraiment chouette de t'écouter. Moi, une des choses que je retiens dans ton parcours, c'est aussi que tu fais aussi beaucoup au feeling et beaucoup en t'écoutant, donc avec beaucoup de plaisir. Ce qui est, je trouve, une chouette leçon parce que c'est aussi ce qu'on essaie de promouvoir sur la sportive outdoor à tout niveau, qu'on peut se faire plaisir, mais ça peut être en faisant de l'ultra comme Nathalie ou en faisant des choses, beaucoup plus raisonnables, mais tant qu'il y a du plaisir, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à toi. Salut.